Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le tirage au sort sur les prises de parole pendant la campagne électorale pour la présidentielle djiboutienne a eu lieu ce mardi. Le candidat Zakaria Ismail Farah s'exprimera en premier dans les médias publics. La Commission nationale de la communication est chargée d'assurer le pluralisme de l'information. 5 femmes dans le nouveau gouvernement libyen, une première dans l'histoire récente du pays, une avancée significative pour la parité en politique, même si le quota de 30% de femmes n'a pas été atteint. Et 53e session de l'UNECA, la Commission économique pour l'Afrique, des ministres des Finances et hommes d'affaires sont réunis en séance virtuelle, une session placée sous le thème « Industrialisation et diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19 ». Mais tout d'abord, des soldats érythréens combattent au Tigré. Le ministre éthiopien Abiy Ahmed l'a finalement admis, une présence dont faisait état depuis des mois la population de cette région et les ONG, mais qui avait été toujours démentie par les deux pays. Le chef du gouvernement éthiopien a même reconnu être au courant de la nature de l'opération militaire menée par l'Érythrée, une opération dénoncée par la communauté internationale qui suspecte des massacres et pillages à grande échelle et demande la tenue d'enquête indépendante. Élection présidentielle et pluralisme de l'information, c'est ce à quoi s'attelle la Commission nationale de la communication à Djibouti. Le tirage au sort sur les prises de parole des candidats a eu lieu ce 23 mars. Première étape avant la campagne électorale pendant laquelle la Commission devra garantir un accès équitable aux médias à tous les prétendants à la magistrature suprême. Un sujet de la rédaction. Tirage au sort au siège du Conseil national de la communication de Djibouti. Le hasard a décidé mardi que ce sera Zakaria Ismail Farah, le candidat indépendant challenger d'Ismaël Omar Guelleh, le président sortant qui s'exprime en premier sur tous les contenus relatifs à la campagne électorale dans les médias publics du pays. Lors des joutes électorales de la présidentielle du 9 avril, l'organisme indépendant aura pour mission d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias en période électorale. Nous, en tant qu'organe de régulation, nous allons suivre scrupuleusement et d'une manière très minutieuse tout le déroulement de la campagne, aussi bien de la couverture médiatique audiovisuelle, c'est-à-dire quant au temps d'antenne. Nous, notre rôle est effectivement, quand il s'agit de l'audiovisuel, de décompter le temps d'antenne, les minutages, de suivre les minutes. Afin de favoriser un climat apaisé lors des débats électoraux djiboutiens, les journalistes ont été invités à signer une charte de bonne conduite visant à respecter la déontologie dans le traitement des informations. La Commission nous a présenté tous les travaux qui seront mis à notre charge et nous ont rassuré que durant toute la campagne, la communication se fera dans l'équité et l'égalité. Tout a été réparti équitablement, légalement. On est très rassurés et c'est vraiment encourageant pour la démocratie djiboutienne. Créée en 2016, la Commission nationale de la communication a entre autres pour mission d'assurer un accès équitable aux médias en période électorale. Depuis l'instauration en 1992 du multipartisme au Djibouti, c'est la première fois qu'un organisme joue ce rôle. En Libye, sur les 26 ministres qui composent le nouveau gouvernement, 5 sont des femmes. Une avancée sur la question du genre dans le pays. Pour autant, si les progrès sont réels pour la représentativité féminine, l'engagement de réserver 30% des postes aux femmes n'a pas été tenu. Victoria Sedji. C'est une étape majeure pour faire progresser les droits des femmes, s'est réjoui l'ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En Libye, 5 femmes ont été nommées ministres 7 mi-mars, parmi 26 autres et 6 ministres d'État dans le nouveau gouvernement de transition. Les activistes des droits des femmes en Afrique s'en réjouissent. La Libye est à féliciter parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement de transition, ils veulent aller vers la paix. Et pour aller vers la paix, il faut que les femmes soient présentes. Autrement, ça ne sera pas possible. C'est de valoriser les compétences des femmes, de renforcer leur visibilité, leur participation et leur leadership. Comme ça, elles s'imposent et les hommes sont obligés de composer avec elles. Diplômée en physique nucléaire, l'universitaire Mabrouka Touki est en charge du ministère de la Culture. La juriste Halima Ibrahim Abdirahman s'occupera de la justice. Aux affaires sociales, Wafa Al-Kilani et Ouria Al-Tormal
aux affaires de la femme. La diplomatie sera chapeautée par l'avocate Najla Almangouche, activiste et membre du conseil de transition ayant porté la révolution en 2011. Les femmes libyennes sont toutes autant méritantes. C'est quand même salutaire. Maintenant, c'est de dire, c'est de faire en sorte qu'on continue sur ce processus. On ne peut pas rester à marge. Mais même avec cette configuration, le quota de 30% de femmes attendues n'est pas atteint, il n'est que de 15%. La participation politique pleine, égale et significative des femmes est pourtant plus que vitale. Nous sommes fiers de voir des Libyennes nommées à des postes de souveraineté, mais aussi mécontentes que le Premier ministre ait failli à son engagement. Nous ferons pression pour qu'il rectifie le tir et veillerons à ce que les femmes obtiennent plus de postes dans tous les secteurs où elles sont absentes. Les nouvelles ministres devront travailler pour aider à sortir la Libye d'une décennie de crise jusqu'aux élections prévues en décembre 2021, dans un pays où les femmes sont les plus affectées par les conflits meurtriers à répétition. Au Niger, Mahaman Ousmane n'entend pas accepter les résultats de l'élection présidentielle. L'opposant et candidat conteste la victoire de Mohamed Bazoum, validée désormais par la Cour constitutionnelle. Un verdict que rejette Mahaman Ousmane qui appelle ses partisans à une marche pacifique à travers le pays. Reportage de notre correspondant Sadou Elisé Mokhtar. Mahaman Ousmane rejette le verdict de la Cour constitutionnelle. Le candidat de l'opposition conteste les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle qui ont été proclamés par le juge électoral. Se basant sur une série de griefs dans la procédure au niveau de la haute cour et des irrégularités lors du scrutin, Mahaman Ousmane s'est prononcé sous la pression des militants survoltés qui se sont massivement regroupés à son domicile, exigeant une réaction de l'opposition. La notification pour dépôt de nos observations, qui constitue une violation de la procédure d'instruction prévue par les articles 105 à 111 du Code électoral, le refus d'auditionner les témoins oculaires, les substitutions des vrais membres des bureaux de vote par des nouveaux qui n'ont pas prêté serment, la précipitation de la proclamation des résultats définitifs le 21 mars 2021 avant la date butoir du 26 mars 2021. Dans sa sortie médiatique, le candidat de l'opposition a souligné que c'est au vu de toutes ces violations des dispositions de la Constitution et du Code électoral par la Cour constitutionnelle et du choix massivement porté par le peuple en faveur de sa personne que l'opposition a décidé de prendre ses responsabilités. Nous demandons conséquemment au peuple nigérien souverain, sans délai, de se mobiliser comme un seul homme dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique, pacifique sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir, au corps constitué et aux forces de défense et de sécurité de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n'obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroît donné par une autorité elle-même illégale et illégitime. Rappelons que c'est le dimanche 21 mars 2021 que la Cour constitutionnelle a validé l'élection de Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir et dauphin du président Issoufou Mahamadou en fait de mandat. Une élection toujours contestée par l'opposition qui assure que c'est son candidat Mahaman Ousmane du RDR Tchendji qui a remporté le scrutin. Dans l'actualité également, une grève inattendue des employés de la Société nationale des chemins de fer tunisiens. Prévue le 7 avril prochain, le mouvement a finalement débuté ce mardi, paralysant le transport ferroviaire à travers le pays. Les syndicats des cheminots ont indiqué que le non-versement de l'augmentation de la prime de fin d'année avec les salaires du mois de mars était à l'origine de ce débrayage anticipé. Ils réclament par ailleurs l'inclusion de 78 employés contractuels.
L'UNECA, la Commission économique pour l'Afrique, est réunie depuis ce 22 mars en séance virtuelle. Une 53e session placée sous le thème « Industrialisation et diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19 ». Plusieurs axes de travail ont été retenus et notamment la transformation digitale. Marie-Raphaël Tolo. La 53e session de la Commission économique pour l'Afrique s'est ouverte le 22 mars 2021 en mode virtuel et présentiel. Regroupant de nombreux ministres de finances africains, cette rencontre s'est apaisantie sur les possibilités et stratégies à employer pour quitter d'un mode de résilience des pays africains face au Covid-19 à un véritable accroissement de leur économie. L'industrialisation et la diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19, c'est en effet le thème qui structure ces travaux de la Commission. Chaque pays africain, bien que les circonstances ne soient pas les mêmes, doit dans ce combat avoir au moins 3 points cruciaux à l'ordre du jour. En premier, la transformation digitale. En second, l'économie intelligente face au climat. Et en dernier, un cadre institutionnel pour sa mise en œuvre. D'après des rapports de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, la pandémie à coronavirus a eu des répercussions importantes sur l'économie de l'Afrique. Elle a provoqué pour la première fois en plus de 20 ans une contraction de son produit intérieur brut d'environ 2 à 5,4% en 2020. Comme solution durable, les États préconisent la création d'un système économique durable en adéquation avec la zone de libre-échange afin d'en tirer le maximum profit. La conséquence immédiate de la pandémie a été le besoin urgent d'augmenter les dépenses gouvernementales pour arrêter la propagation de la COVID-19 et appuyer les entreprises et les ménages affectés par la pandémie. Les pays riches ont déployé leurs ressources financières comme stimulants. Les pays pauvres n'ayant pas suffisamment de moyens n'ont pas pu entreprendre des dépenses nécessaires pour contrôler la COVID-19. Par conséquent, un financement important est nécessaire pour la gestion de la COVID-19 ainsi que pour la reprise économique des pays africains. L'accroissement de l'économie des pays africains dans un contexte de crise sanitaire passera par la digitalisation et leur financement. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'il est temps pour les économies africaines de profiter des possibilités innovantes créées au travers de la crise sanitaire pour émerger véritablement. En Centrafrique, la situation humanitaire continue de se dégrader. D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 2,3 millions de personnes seraient en insécurité alimentaire et 2,8 millions auraient besoin d'une assistance, ce qui représente plus de la moitié de la population. Cette aggravation est due à la pandémie de coronavirus, mais surtout aux violences qui retardent l'intervention rapide des humanitaires. L'usine chinoise Golden Leeds est-elle en train de polluer les eaux autour de Gonjour en Gambie? C'est en tout cas les accusations portées par la population de ce village, mais également par l'ONG Greenpeace. Le gouvernement est appelé à arrêter les activités de cette société de transformation de poissons. Samantha Saberou-Sabouanga. L'ONG Greenpeace demande au gouvernement gambien de mettre fin aux activités de l'usine chinoise Golden Leeds de transformation de poissons. Selon Greenpeace, cette usine menace les activités horticoles des agricultrices de Gunjur, ville côtière du sud-ouest de la Gambie. Cette décision de l'ONG intervient après que l'entreprise chinoise ait décidé d'agrandir son usine en conquérant les terres des maraîchères. L'expansion de l'usine chinoise fait craindre à l'ONG Greenpeace, à mon avis, 2 choses. La première, c'est que l'agrandissement d'une telle usine nécessite non seulement d'avoir plus d'espace de terre, mais surtout d'avoir beaucoup plus de matières premières, et ici en l'occurrence les poissons. Et deuxièmement, la probabilité d'une pratique de pêche illégale qui va entraîner une baisse de ressources halieutiques. D'après Greenpeace Afrique, l'expansion de Golden Leeds affecte directement les activités d'une trentaine de femmes dont le maraîchage est la seule source de revenus. De plus, les populations vivant aux alentours de l'usine sont également exposées à une pollution atmosphérique constante depuis 6 ans. Dans les pays où
où les lois et règlements existent et sont bien appliqués, la responsabilité de l'État peut être fortement engagée, puisque avant que l'industriel ne puisse exploiter, il est obligé de produire une étude d'impact environnemental et social qui, à la fin de la procédure, doit conduire les pouvoirs publics à délivrer ou non un arrêté d'autorisation d'exploiter. Rappelons que depuis son implantation à Gomjour, les communautés de cette ville se plaignent entre autres des maladies de la peau, des yeux, des opérations de pêche illégale ainsi que de la destruction d'une partie de l'écosystème aquatique. Si les accusations sont prises en compte par le gouvernement, les petits agriculteurs pourront garder leurs terres et les pêcheurs artisanaux pratiquer leur activité sans craindre certains chalutiers chinois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.